Rebonjour tout le monde. Nous en sommes au laboratoire 11C. C'est le dernier des laboratoires pour cette session-ci. Et c'est un laboratoire qui est optionnel, donc je suis heureux de savoir que vous avez décidé de tenter de réaliser ce laboratoire-là avec moi. Donc on va essentiellement générer du son dynamiquement à l'aide du capteur de distance et à l'aide d'une bibliothèque qui s'appelle tone.js. En fait, l'idée du laboratoire, c'est de simuler un peu un instrument de musique qui est connu sous le nom de thérémine, du nom de son inventeur, et qui, en somme, était probablement le premier instrument électronique de l'histoire. Donc, on va essayer dans ce laboratoire-ci de recréer un petit peu la sonorité de cet instrument-là. Et pour ce faire, on va utiliser notre capteur de distance, une fois de plus, que vous connaissez déjà bien, pour générer une onde sonore à l'aide d'une bibliothèque qui s'appelle tone.js, qui nous permet de créer de l'audio dynamiquement. Donc, pour commencer, je vous invite à télécharger la version initiale du laboratoire qui se trouve sur Moodle. C'est la même version initiale que pour les laboratoires précédents. Donc, depuis deux laboratoires, essentiellement, on a un gabarit de départ qui nous permet de démarrer rapidement un nouveau projet. Donc, je vous invite à télécharger cette version initiale et à l'ouvrir dans WebStorm ou dans votre éditeur favori si vous préférez en utiliser un autre. Donc, comme pour les laboratoires précédents, le gabarit a l'air de la chose suivante. Donc, je vous invite dès le départ à faire quelques opérations qu'on a fait plusieurs fois ensemble, c'est-à-dire installer les modules de base en exécutant la commande npm espace install. Et par la suite, venir configurer votre logiciel nw.js pour qu'on puisse le démarrer facilement avec le petit bouton, la petite flèche verte qui est ici. Et finalement, aller dans les préférences du projet pour inclure les bibliothèques qu'on va utiliser. Et pour faire ça, donc on vient dans Languages and Frameworks, JavaScript, Libraries, et on va utiliser encore une fois Create.js, Johnny5 et nw.js. Vous devriez voir les petits traits ondulés disparaître dessous le mot require, entre autres ici. Maintenant, comme on va utiliser une nouvelle bibliothèque, on va aussi devoir l'installer. Donc, la bibliothèque en question, c'est celle dont je vous parlais tantôt, qui s'appelle tone.js et qui permet essentiellement de créer dynamiquement ou de générer dynamiquement du son. On peut l'utiliser pour créer, par exemple, un synthétiseur. Donc, carrément fabriquer notre propre synthétiseur en JavaScript. Mais il existe un paquet d'autres fonctionnalités. C'est une assez grosse bibliothèque. Je ne dirais pas qu'elle est particulièrement simple, mais on peut faire des choses relativement simples, comme on va faire dans le laboratoire, assez rapidement. Dans la section API du site, vous avez le détail de tous les objets qui peuvent être utilisés. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, mais en particulier dans la section instruments, on peut créer, comme je vous disais tantôt, différents types de synthétiseurs à partir de différents types de sources sonores aussi, si on veut, sur lesquelles on peut appliquer des effets. Donc, si vous êtes familier un petit peu avec la conception sonore, vous allez reconnaître des effets assez communs et éventuellement utiliser un paquet d'autres fonctionnalités pour contrôler la génération sonore en question. Donc, c'est une bibliothèque qui est intéressante si vous vous intéressez au son, si vous êtes potentiellement musicien et programmeur. Donc, c'est celle qu'on va utiliser dans le cours, dans le laboratoire, c'est-à-dire. On peut récupérer cette bibliothèque-là de différentes façons, c'est-à-dire qu'on peut la lier à l'aide d'une balise script comme on ferait dans une page web classique, ça fonctionne très bien. Mais comme dans notre cas, on utilise nw.js et qu'on peut installer des modules de Node, ça va être encore plus facile, je crois, à installer pour nous, puisqu'on va tout simplement utiliser la commande npm install pour
installer le module en question. Donc, on retourne dans WebStorm. Je vous invite à ouvrir le terminal et on va tout simplement l'installer avec npm install tone. En pesant sur la touche Enter, l'installation a lieu. Si vous voyez un message dans ce genre-là, ben, c'est tout simplement que votre version de Node, ou plus spécifiquement dans ce cas-ci de NPM, est maintenant un peu archaïque. Vous pouvez la mettre à jour. On vous explique comment le faire. Donc, si jamais vous voyez ce message-là, il n'y a pas d'inquiétude. C'est tout simplement une invitation à mettre à jour votre logiciel NPM. Ne vous inquiétez pas non plus si vous voyez des avertissements. Ce qui est écrit à côté, c'est tout simplement qu'on n'a pas de description et de licence et autres trucs du genre dans notre fichier package.json. Comme on travaille un petit projet localement, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est que la bibliothèque a bel et bien été installée. On peut confirmer ça en venant voir le fichier package.json et vous voyez qu'on a une nouvelle ligne qui s'est ajoutée. Donc, une nouvelle dépendance pour notre projet, le logiciel Tone. Si on le survole, on a des informations d'ailleurs sur le projet et la version qu'on vient d'installer. Donc, comme tous les autres modules de Node, ben, on va vouloir l'importer dans notre projet. Et on peut faire ça de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va se créer une constante dans laquelle on va venir placer un objet qu'on va importer de la bibliothèque. Dans notre cas, on va utiliser l'objet oscillator, donc qui est un oscillateur ou un générateur de son dans sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'il va nous générer une onde sinusoïdale de base qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans notre instrument. Mais évidemment, comme on l'a vu tantôt, on pourrait utiliser beaucoup d'autres objets disponibles dans la bibliothèque. Plusieurs types de synthétiseurs, d'effets et autres trucs du genre. Dans notre cas, on va se limiter seulement à cet objet oscillator. Si je viens voir dans l'API, ben, on va le trouver dans la section source. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir. Mais l'objet tone.oscillator, ben, c'est tout simplement un oscillateur de base qui va nous donner un son, entre guillemets, pur, à partir duquel on va pouvoir créer notre faux thérémine. Donc, comme à l'habitude, on utilise require pour importer une bibliothèque de Node. Il suffit de spécifier le nom de la bibliothèque. Et ici, ce qui est peut-être intéressant de noter, parce qu'on ne l'a pas utilisé dans les autres importations, c'est que j'ai placé entre accolades le mot oscillator. Ce que ça veut dire, ce qu'il faut comprendre de cette syntaxe-là, c'est que quand on importe la bibliothèque Tone, dans les faits, on se trouve à importer un objet qui est un namespace, un espace de nommage, qui contient lui-même un paquet d'objets, donc tous les objets de la bibliothèque. Donc, dans les faits, ce qu'on lui dit ici, c'est je sais que require tone retourne un objet. J'aimerais ça que dans cet objet-là, en fait, j'aimerais utiliser dans cet objet-là seulement celui qui s'appelle oscillator. En somme, la syntaxe avec les accolades nous permet d'aller piger un objet dans la bibliothèque. En fait, elle nous permet d'aller piger un ou des objets de la bibliothèque, parce qu'on pourrait ici mettre une virgule, puis aller chercher d'autres éléments. Par exemple, si je reviens dans la documentation, il y a d'autres types d'oscillateurs. Donc, on pourrait décider d'en prendre un autre. Par exemple, le Fat Oscillator. Et on pourrait tout simplement venir écrire ici le nom d'un autre objet qu'on souhaite utiliser. Donc, dans notre cas, on va en utiliser qu'un seul, mais sachez que c'est possible de cette façon-là d'aller extirper des objets en particulier dans une bibliothèque qui en contient plusieurs. Dans notre cas, on utilisera seulement oscillator, donc on peut se limiter à celui-là. Maintenant,
je repasse en méga accéléré les différentes fonctions qu'on a dans notre gabarit, mais on se souvient que le constructeur fait un certain nombre d'opérations, mais essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est qu'il appelle à tour de rôle les différentes méthodes qui sont déjà présentes en suivant la logique des promesses. Donc, on précharge le manifeste, on va initialiser create.js, on va trouver le port sur lequel notre Arduino est branché, on va initialiser Johnny5 et ensuite on démarre le projet. Si jamais il y avait un problème, ben, j'utilise la clause catch pour attraper une erreur qui serait retournée par une promesse via la fonction reject. Et dans ce cas-là, ben, on va tout simplement afficher l'erreur dans la console et afficher aussi un message d'erreur. Donc, si vous avez un message d'erreur et vous ne savez pas trop d'où il vient, ben, il vient tout simplement de là. Et donc, si les erreurs n'ont pas été attrapées auparavant, ben, elles seront attrapées dans cette dernière clause-là et vous les verrez à l'écran. Dans la méthode identifiée par Arduino, j'ai rajouté un petit détail suite à un des labs précédents. Si vous n'avez pas d'Arduino de branché, ben forcément le reste du code ne fonctionnera pas. Donc, je pense que c'était peut-être intéressant de rajouter cette petite fonctionnalité-là ici, c'est de dire, ben, je récupère la liste de tous les appareils branchés au port série. J'essaie d'en trouver un dont le nom commence par Arduino. Si j'en trouve un, ben, je retourne le chemin. Euh, donc, sur Mac et Linux, ça ressemble à un chemin. Sur Windows, c'est plus comme le nom du port com. Et sinon, ben, je vais tout simplement rejeter la promesse et indiquer qu'il n'y a aucun Arduino de trouver. Pour se convaincre de ça, je vais débrancher mon Arduino. Donc, je débranche le port, la connexion USB, et je vais démarrer le projet. Et on devrait normalement avoir une erreur. Donc, si vous voyez ici sur l'alerte, ben, j'ai le message d'erreur qui avait été indiqué, donc aucun Arduino trouvé. Si je regarde dans la console, ben, vous allez avoir la même erreur qui apparaît puisqu'on a fait les deux, tout simplement. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, on va tout rebrancher. Mais je vous invite donc à utiliser ce gabarit-ci pour la suite de vos projets. Parce que c'est facile d'oublier de brancher notre Arduino, de penser qu'il y a un problème. Mais dans les faits, le problème n'est pas là du tout. En fait, maintenant que j'y pense, je vais redébrancher pour vous montrer un autre élément qui peut vous aider à déboguer vos projets. Donc, je redémarre ici mon projet. Et si je reviens dans la page principale, bon, j'ai bel et bien mon message, aucun Arduino trouvé. Donc, ça me donne un indice de ce qui se passe. Si je reviens dans mes outils de développement, j'ai aussi le même message. C'est le message qu'on a nous-mêmes placé là, comme information de débogage. Par contre, ça ne me dit pas grand-chose de plus. Il y a, dans les faits, dans nw.js, deux consoles. Il y a la console habituelle, donc on ouvre en ce moment directement par programmation, mais qu'on peut aussi ouvrir en choisissant Inspecter lors d'un clic droit sur la fenêtre. Mais comme vous pouvez voir juste en dessous, il y a aussi un autre inspecteur qui s'appelle Inspecter, qu'on peut ouvrir, c'est-à-dire avec Inspecter la page d'arrière-plan, et qui lui va nous donner les messages d'erreur qui proviennent de l'environnement Node.js. Parce qu'il faut se rappeler que dans nw.js, on a deux environnements JavaScript. Il y a celui de Node et il y a celui du furteur, dans notre cas Chromium. Donc, il se pourrait que vous ayez des messages d'erreur à cet endroit-ci. Si on enlevait dans notre code la clause catch, donc si dans notre constructeur ici, on enlève tout simplement cette chose-là, il n'y a rien qui va attraper l'erreur qui va être lancée parce qu'il n'y a pas d'appareil de branché. Où est-ce que cette erreur-là va aller? Bien, on redémarre et on va regarder ensemble. Donc, j'ai une erreur ici. Donc, le message que j'ai renvoyé, aucun Arduino trouvé,
ben, on me dit que ce message-là n'a pas été attrapé. Donc, nulle part, j'ai utilisé catch pour pouvoir l'afficher. Si je regarde dans l'inspecteur de la page d'arrière-plan, je n'ai toujours pas de message à cet endroit-là. Pourquoi? Ben, parce que j'ai quand même généré une erreur, c'est-à-dire que dans le code de la méthode identifiée par Arduino, j'ai pris la peine de retourner une promesse. Mais supposons que je mets aussi cette ligne-là en commentaire. Donc, autrement dit, s'il y a une erreur qui se produit, je ne fais absolument rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je redémarre. Donc, cette fois-là, ce qui se passe, c'est que l'erreur, dans le fond, qui apparaît ici, n'est pas générée par nous, mais est générée quelque part dans le code de Firmata. Firmata essaie de se brancher à l'Arduino, il n'en trouve pas, donc lui génère une erreur. Cette erreur-là n'est pas attrapée. Donc, c'est celle-là qui va apparaître par défaut. Tantôt, quand on l'attrapait nous-mêmes, ben, c'est notre erreur qui était apparente. Donc, celle-là était, en quelque sorte, masquée. En arrière-plan, toujours rien. Je pensais qu'on allait avoir une erreur ici de Node, mais comme le module Firmata agit à titre d'intermédiaire entre les deux, ben, il semble que ce soit lui qui attrape l'erreur, tout simplement. Mais tout ça pour dire qu'il se pourrait que vous n'ayez pas d'erreur dans l'inspecteur de base, mais qu'il y ait une erreur qui apparaisse dans l'inspecteur d'arrière-plan. Donc, si jamais vous êtes coincé et que vous n'avez aucun indice de ce côté-ci, bien, essayez l'inspecteur d'arrière-plan pour voir s'il n'y aurait pas à cet endroit-là une information qui pourrait vous aider à résoudre votre problème. Bon, je rebranche l'Arduino. Et on va rétablir le code tel qu'il était, c'est-à-dire que dans la fonction identifiée par Arduino, je remets le promise.reject dans le cas où il y a où aucun appareil a été repéré. Et je vais évidemment aussi remettre la clause catch pour que n'importe quelle erreur qui serait survenue dans la séquence de toutes les promesses soit attrapée si jamais ce n'est pas fait localement dans une de ces méthodes-là. Voilà. Pour le reste, ça correspond à ce qu'on a fait dans les labs précédents. Donc, de base, à cette étape-ci, vous devriez voir le message démarrage si vous avez branché votre Arduino, qu'il contient toujours le sketch Firmata. Si vous n'avez rien fait de particulier, ben, ça devrait toujours être le cas. Donc, je vous invite à tester simplement pour être sûr que tout est en ordre. Voilà. Donc, préchargement, initialisation de CreateJS, initialisation du port, identification du port et démarrage. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on veut faire au démarrage? Ben, dans notre cas, ce qu'on va vouloir faire, donc, c'est générer du son à partir des données du capteur. Donc, il y aura quelques opérations à faire. La première, ça va être de se créer un nouvel objet oscillateur. Donc, je vous invite à créer une propriété oscillateur. Je vais l'écrire en français. Et à placer à l'intérieur de celle-ci une instance de l'objet qu'on a importé, qu'on vient tout juste d'importer, issu de tone.js, qui s'appelle Oscillator. Pour savoir qu'est-ce qu'on doit utiliser comme paramètre avec cet objet-là, bien évidemment, je vous invite à consulter la documentation. Donc, si je reviens dans l'oscillateur de base, ben, en gros, on nous dit qu'il y a deux paramètres, c'est-à-dire la fréquence, et là, on parle de la fréquence en Hertz du son qu'on veut démarrer, et le type d'oscillateur. Donc, si on vient voir un petit peu plus bas, j'imagine qu'ils vont nous préciser les différents types. Donc, ça peut être un sinus, une onde carrée, une onde triangulaire ou ce qu'on appelle une onde en dents de scie, sawtooth. Donc, on va les essayer tantôt, les différents sons. Vous allez voir la différence que ça génère au niveau sonore. Donc, dans notre cas, si on revient au code, on va tout simplement spécifier une fréquence de départ. Si vous êtes musicien, vous connaissez peut-être la note de référence qui est le La à 440 Hz. Donc, prenons ça pour démarrer. Ça ne change pas grand-chose pour nous.
Et on va utiliser la bonne vieille onde sinusoïdale, dont vous allez reconnaître la signature tantôt. Donc ça nous crée un objet oscillateur. Maintenant, pour pouvoir entendre le résultat audio de cet objet-là, ben, il faut diriger sa sortie vers quelque chose, vers des haut-parleurs. Et typiquement, ce qu'on va faire pour ça, c'est d'utiliser la méthode toMaster. Donc, on se trouve à envoyer le résultat de ce générateur audio-là à la sortie principale pour pouvoir entendre le son dans nos haut-parleurs. Maintenant, il y a quelques propriétés qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, on va pouvoir assigner au volume une valeur. Et là, il faut faire attention, puis c'est la façon dont ça fonctionne à la fois dans Web Audio, qui est l'API de base pour l'audio sur le web, et dans cette bibliothèque-là. C'est que le volume, c'est pas simplement un chiffre, c'est une espèce d'onde de contrôle. Et donc, pour pouvoir changer sa valeur, on va devoir utiliser .value. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on met? Ben, j'imagine qu'on peut mettre quelque chose comme... En fait, je ne suis pas certain du type de valeur. Retournons voir dans la documentation value de cette affaire-là. Donc, notre oscillateur, on va aller voir dans ses membres. Il y a un membre volume, le voilà. Le volume, ben, c'est en décibels. C'est en décibels. Donc, par exemple, si vous vous souvenez de vos cours de conception sonore, ben, le maximum de volume typique là, dans une application audio, c'est 0 décibel. Et sinon, c'est des volumes qui sont négatifs. Donc ici, ils le mettent à -6. Pour que ça ne nous casse pas trop les oreilles, mettons-le à -12 dB pour commencer. Ça devrait être pas trop mal. Et la seule chose qui nous reste à faire ensuite, c'est de démarrer notre oscillateur avec la méthode start. Et une fois qu'on a fait ça, normalement, on devrait entendre du son sortir de nos haut-parleurs. Donc, on va essayer cette chose-là. Et si c'est comme pour moi, on entend tout simplement une onde de type sinusoïdale, un peu agaçante, sortir des haut-parleurs. Donc, on est content, ça fonctionne. Je vais quitter l'application pour pas qu'on ait le son continuellement en arrière-plan. Maintenant, comme on a fait dans les laboratoires précédents, je vais vous inviter à créer un petit panneau de contrôle. Appelons-le, mettons-le dans une propriété panneau. Et on va utiliser encore une fois Quick Settings. En passant, Quick Settings est toujours, a été importé pour vous dans le dossier bibliothèque et dans la page HTML. Donc, il n'y a rien à faire de particulier pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va se créer un nouveau panneau avec quicksettings.create. Et comme auparavant, une position X, une position Y et un nom. Appelons-le paramètre. Tantôt, on a vu qu'il y avait différentes zones qu'on pouvait, ou types d'ondes qu'on pouvait utiliser avec notre oscillateur. Donc, on va se faire un nouveau contrôle dans notre panneau et on va l'appeler, en fait, on va le créer à l'aide de add dropdown. Donc, dropdown, ça nous fait une petite liste déroulante. Et cette liste-là, appelons-la type d'onde. Disons ça comme ça. Et on va pouvoir, à l'aide d'un tableau, spécifier les différentes valeurs qu'on veut dans notre liste. Donc, je vous rafraîchis la mémoire. On avait le sinus, on avait l'onde carrée, on avait l'onde triangulaire, et il y avait aussi l'onde en dents de scie, appelée sawtooth. Donc,
ça va nous permettre de changer le type d'onde qui est généré. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est au moment où on change cette valeur-là, ben, que le type d'oscillateur change. Donc, comme pour les autres contrôles dans Quick Settings, le dernier paramètre, c'est tout simplement une méthode qui va être exécutée lorsque la valeur est changée. Donc, dans notre cas, on peut peut-être... puis cette fonction-là, elle reçoit un paramètre qui est l'objet, le contenant sur lequel on vient de travailler. Donc, peut-être qu'on peut appeler cet objet-là param, c'est celui qu'on va recevoir. Et la fonction, évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'elle utilise la valeur qui a été sélectionnée comme type d'oscillateur. Donc, dans l'objet oscillateur, il y a une propriété type. En fait, on peut la regarder ensemble. Donc, si je reviens ici dans l'objet, où est-elle? Type, ici. Donc, le type d'oscillateur. Donc, c'est bel et bien ce qu'on voyait tantôt. Donc, je peux assigner à ça la valeur qui vient tout juste d'être sélectionnée dans le menu de Quick Settings. Dans ce cas-ci, quand on travaille avec une liste déroulante, la valeur de l'objet qui est passé à la fonction, ça se trouve être dans le fond l'objet qui contient toutes les différentes valeurs, et pour récupérer la valeur elle-même, on va devoir utiliser param.value. Donc, ça sera dans param.value qu'on a notre chaîne de caractères qui sera soit sine, square, triangle ou sawtooth. Et donc, en faisant ça, normalement, on devrait pouvoir changer le type de son qui est généré par notre oscillateur. Donc, on va l'essayer. Donc, notre petit panneau de paramètres est là. Je suis encore avec le sinus, mais si je change, par exemple, pour sawtooth, ben, vous voyez que le son change lui aussi. Donc, ça change un petit peu en fonction de la forme d'onde. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur Internet de quoi ces ondes-là ont l'air, mais le sinus, c'est une belle vague qui va de haut en bas, alors que, par exemple, l'onde carrée, c'est une forme qui est un peu plus carrée, ou le triangle un peu plus triangulaire. Donc, vous pourrez aller voir ça si vous êtes curieux. Donc, notre petit panneau de contrôle fonctionne, on est capable de changer le type d'onde, on est content. Maintenant, ce qu'on veut réellement faire dans ce lab-là, c'est d'utiliser la valeur du capteur et pour faire modifier la fréquence du son. Donc, plus notre main va être proche, plus le son va être grave, plus notre main va être loin, plus le son va être aigu. Pour faire ça, ben, on a besoin d'un objet capteur. Donc, je vais faire comme dans les laboratoires précédents et tout simplement créer une propriété capteur dans laquelle on va placer un nouvel objet, proximity, qui correspond à notre capteur de distance. Si vous vous souvenez, cet objet-là, on peut lui passer, en guise de paramètre du constructeur, un objet qui contient lui-même certaines options. Donc, les options qui nous intéressent sont en particulier le type de capteur de distance. Donc là, le plus simple, ce serait sans doute de copier-coller ce qu'on a fait auparavant, mais c'est notre modèle, comme il est imprimé sur le capteur, c'est le 2Y0A21. Donc, faites attention de ne pas faire d'erreur, ça peut être facile de se tromper. On va le brancher sur la borne, disons, A0, donc analogue 0. Attention, c'est ici une chaîne de caractères. Oups. Ah! Que fais-je? Et voilà. En passant, quand on crée un objet proximity, il y a d'autres options qu'on n'a pas utilisées dans les labs précédents, dont une que je vous suggère d'utiliser maintenant. Puis ça, c'est à l'usage que je me suis rendu compte que c'est peut-être pertinent de le faire dans ce cas-ci. Donc, il y a une autre propriété qui est la propriété FREQ pour Frequency. Et donc, c'est en somme la durée entre deux lectures du capteur. Par défaut, l'objet va aller demander au capteur à toutes les 25 millisecondes de lui donner sa valeur. Dans notre cas, à toutes les 25 millisecondes, c'est beaucoup.
en faisant quelques tests, je me suis rendu compte que à 100 millisecondes, c'était amplement suffisant pour ce qu'on faisait. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre le, le fardeau qu'on place sur le processeur puis l'efficacité ou la vitesse des données qu'on veut récupérer. Donc, 100 millisecondes ou 10 fois par seconde, c'est amplement suffisant pour nous. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand le capteur reçoit des données, donc on va mettre un écouteur avec on, comme on a fait dans les labs précédents, et on va écouter l'événement data. Donc à chaque fois que le capteur émet des données, nous, ce qu'on veut faire, c'est ajuster la fréquence de notre oscillateur. En gros, c'est ce qu'on va vouloir faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se crée une méthode ajustée. Cette méthode-là, comme elle est un gestionnaire d'événements ou un callback, ben, elle va recevoir l'événement en paramètre. Donc, on va lui passer, on va spécifier en fait le paramètre E. Et à cet endroit-ci, on va ajuster la fréquence. Donc, appelons la méthode ajuster lors de la réception de données du capteur. Et évidemment, ce qu'on va souhaiter faire, c'est dans cette fonction-là de changer la fréquence de l'oscillateur en fonction de la distance, par exemple, de notre main au capteur. Donc là, évidemment, il y a quelques petites opérations à faire. La première, ça va ressembler à ce qu'on faisait dans les autres laboratoires, c'est probablement de vérifier si la distance qui est rapportée a du sens. Et donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on définisse ensemble le minimum et le maximum. Donc on peut insister, par exemple, que ça soit entre 10 cm et, je ne sais pas moi, 70 cm ou 80 ou 65. Là, ce sera à vous de faire des tests pour voir si votre capteur est fiable et dans quelle mesure il l'est. Donc, des fois, ces chiffres-là sont à ajuster en fonction de votre capteur spécifique. Donc, tous les capteurs ne sont pas parfaitement pareils. Donc, supposons qu'on dit ici entre 10 et 65 cm, là, ce qui devrait être correct. Donc, si on n'est pas entre 10 et 65 cm, on va tout simplement ignorer les valeurs qui entrent. On ne fera rien avec elles. Comme on a fait déjà plus tôt dans la session, je vous ai invité à éviter de mettre des données susceptibles de changer directement dans le code. Ce que je vous invitais à faire, c'est plutôt de vous créer un petit objet de configuration puis de placer ces données-là à l'intérieur. Donc, je vous propose qu'on fasse la même chose ici. Donc, on pourrait faire ça dans le constructeur. Je pense que ça serait un bon endroit pour le faire. Donc, revenons dans le constructeur. On va se rajouter une nouvelle propriété. Appelons-la distance. Et cette propriété-là, on va placer à l'intérieur un objet qui va contenir les caractéristiques de distance qui nous intéressent, c'est-à-dire la distance minimum, là je ne sais plus ce que j'ai dit, mettons 15, et la distance maximum, 60. Donc, comme je vous disais tantôt, ces chiffres-là peuvent être appelés à changer en fonction de votre capteur. Donc, les distances qu'on va accepter ou qu'on va décider d'utiliser, parce qu'on veut éviter d'utiliser des chiffres qui n'auraient pas d'allure, là, qui seraient rapportés trop élevés ou trop bas, seront entre, par exemple dans ce cas-ci, 15 cm et 60 cm. Donc, la gamme de distance sera de 45. C'est-à-dire, la valeur la plus basse, c'est 15, la valeur la plus élevée, c'est 60, mais la distance entre les deux, c'est une distance ou en tout cas la variation possible entre les deux, c'est une variation de 45 cm. C'est important d'observer ça parce que nous, ce qu'on veut quand on va bouger notre main devant le capteur, c'est qu'on aille piger un chiffre
entre 0 et 45, proportionnel à la distance de notre main par rapport au capteur. Et ce chiffre-là, on va l'utiliser, on va l'additionner au minimum, 15, et ça va donc nous donner une valeur entre 15 et 60. Donc, je répète ça. Notre distance minimum, c'est 15, la distance maximum, c'est 60. Donc, la variation entre les deux, c'est une variation de 45. Donc, le mouvement de notre main devant le capteur de distance doit pouvoir faire varier la valeur de distance sur une échelle de 45. Maintenant, on ne commence pas à 0, on commence à 15 cm. Donc, on va vouloir prendre cette variation-là, qui peut être entre 0 et 45, et l'additionner à la valeur minimum qui est de 15. Donc, ce qu'on va avoir besoin de savoir tantôt, c'est aussi la variation de distance. Donc, le chiffre de 45, il faudrait qu'on l'ait quelque part parce qu'on va forcément en avoir besoin tantôt. Et je vous propose de le remettre dans le même objet, c'est-à-dire que on va se placer, on va ajouter une propriété à notre objet distance que je vais appeler delta. En mathématiques, c'est assez commun d'utiliser delta comme étant la différence entre deux quantités. Donc là, dans notre cas, c'est la différence entre la valeur maximum et la valeur minimum. Donc, le delta, dans notre cas, ou la différence, ou la gamme de valeurs, ça sera 10.distance.max moins 10.distance.min. Autrement dit, la valeur de 45, qui sera la gamme de variations qu'on va vouloir utiliser. En passant, au niveau de la syntaxe, parce qu'on utilise les accolades ici, ça crée un objet, puis je vais tout de suite placer deux propriétés à l'intérieur, mais dans 10.distance, comme il y a un objet, ben, je peux aussi ajouter des propriétés en utilisant le point, puis en définissant une nouvelle propriété. Et donc, cette nouvelle propriété-là, ben, je vais assigner la différence entre les deux autres valeurs. Donc, au final, notre objet distance, contient trois propriétés, min, max et delta. Super. Donc, je reviens dans mon code, puis on va essayer de voir ensemble pourquoi j'ai fait ces étapes-là. L'idée était essentiellement de récupérer donc la valeur de distance et d'en extraire une fréquence proportionnelle, si on veut. Donc, pour en arriver là, ben, il y a quelques petites options ou quelques petites étapes. Je vais essayer de le faire le plus clair possible. Ça implique un petit peu de mathématiques, rien de très compliqué, mais essayez de me suivre attentivement pour les prochaines étapes. Je me rends compte que juste avant de faire ça, il faudrait ici changer ces valeurs-là par notre nouvel objet, donc 10.distance.min de ce côté-là et distance.max de ce côté-là. Donc là, ça nous permettra de facilement configurer ces valeurs-là en changeant la valeur qui se trouve dans le constructeur. Bon, première chose, on va se créer une petite variable ratio. Donc ratio, dans le fond, c'est la proportion de la distance maximum, si on veut. Puis ce ratio-là, on va ensuite l'appliquer à la fréquence de notre son. Donc, le ratio, en gros, c'est quoi? Ben, c'est de dire, je vais prendre la distance rapportée par le capteur. Donc, cette distance-là, on la retrouve dans la propriété centimètre de l'événement qui est déclenché. Et je vais soustraire le minimum, donc notre distance minimum. Pourquoi je fais ça? Ben parce que je veux rapporter notre valeur entre 0 et 45. Je ne veux pas qu'on commence à 15, je veux qu'on commence à 0 puis qu'on finisse à un maximum de 45. Donc, en faisant ça, en replaçant notre valeur à 0, ben, je vais pouvoir tout simplement diviser par la variance ou le delta qu'on a trouvé tantôt. Donc, pour clarifier ce qui se passe là,
Je reçois une distance. Cette distance-là, elle va être entre 15 et 60 cm. Moi, ce que je veux, c'est avoir une idée de où je suis proportionnellement entre 15 et 60 pour que cette proportion-là soit reportée à la fréquence qu'on va vouloir utiliser dans un instant. Donc, pour pouvoir faire cette proportion-là ou ce ratio-là, ben, je vais prendre le chiffre entre 0 et entre 15 et 60. Donc, par exemple, supposons que la distance qui est retournée, c'est 30 cm. 30 cm, dans les faits, c'est à la moitié, au tiers, c'est-à-dire de nos 40 cm, 45 cm possibles de variation. Mais évidemment, si je fais 30 divisé par 45, ça va me donner 2 tiers plutôt que 1 tiers. Donc, il faut que je rapporte la valeur de 30 euh, sur une... C'est comme si elle démarrait à 0. Donc, je vais soustraire le minimum. On commence à 15, donc je vais soustraire 15. Donc, on va avoir une valeur finale de 15. 15 sur 45, ben, c'est le tiers de la variance maximale. J'espère que je suis clair là-dessus. Si c'est pas clair, on pourra s'en reparler de vive voix ultérieurement. Sinon, ben, suivez-moi, puis on va examiner le résultat sonore tantôt. Donc, le ratio, ça nous dit en gros où on est avec notre main dans la gamme de variétés de distances possibles. Maintenant, ça c'est au niveau de la distance, mais il faudrait faire l'équivalent au niveau de la fréquence du son. Et là, ça serait à nous de décider, quand on va bouger notre main, c'est quoi la fréquence la plus élevée puis la fréquence la plus basse que je veux utiliser. Et ça peut être quelque chose d'intéressant à paramétrer. Donc, quand je dis paramétrer, ce que je veux dire, c'est que ça peut être quelque chose d'intéressant à ajouter dans notre panneau de configuration. Donc, on va ajouter deux glissières. Une pour la fréquence minimale du son. Et là, si vous vous souvenez de vos cours de conception sonore, on dit généralement que l'être humain peut entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Dans notre cas, je vais y aller avec une valeur de 40 comme minimum. Et comme c'est la fréquence minimale, disons qu'on pourra la varier entre 40 et 1000 Hz. La valeur de départ, par exemple, plaçons-la à 100 Hz et la valeur d'incrémentation à 10. Donc, à chaque fois qu'on va bouger la glissière, ça augmentera ou ça diminuera de 10. Je vais dupliquer cette ligne-là pour faire la même chose avec la valeur maximale. Et donc là, la valeur maximale, ben, je vais la mettre au minimum plus élevé que la valeur minimale. Donc, commençons là, par exemple, à 2000 Hz. Et peut-être qu'on peut se rendre jusqu'à 10 000. Si vous vous souvenez, encore une fois, que vos cours de conception sonore, 10 000 Hz, c'est très aigu. Et peut-être que la valeur qu'on veut utiliser par défaut, c'est 2000. 2000, c'est déjà quand même assez aigu. Et on pourra utiliser cette fois-ci une valeur d'incrémentation plus élevée parce que, évidemment, les fréquences fonctionnent de façon logarithmique. Donc, plus les fréquences augmentent, plus les pas sont grands, si on veut. Donc, entre chaque fréquence. En tout cas, pour entendre le résultat. Donc, ce que ça nous donne, c'est deux petits contrôles qui vont nous permettre de sélectionner la valeur la plus basse qu'on veut atteindre, puis la valeur la plus élevée qu'on veut atteindre quand on va bouger notre main en termes de fréquence. Juste pour se convaincre que ça fonctionne, je vais juste démarrer le projet, voir si mes paramètres apparaissent correctement. Ça semble être le cas. Donc, entre 40 et 1000 pour le minimum et entre 2000 et 10 000 pour le maximum. Évidemment, ça ne fait rien pour l'instant puisqu'on n'a rien programmé. Donc, ça serait maintenant le temps de reporter le ratio de distance en ratio de fréquence. Donc, de faire en sorte que proportionnellement, la distance qui est captée nous donne une fréquence. Et donc, pour faire ça, ce que je vous propose, c'est qu'on se crée ici localement une petite
variable. Appelons-la gamme dans le sens de gamme de fréquences possibles. Et donc, la gamme possible, c'est un peu l'équivalent de notre delta de tantôt. Ben, ça sera la différence entre la fréquence maximum puis la fréquence minimum. Et la façon de récupérer, dans ce cas-ci, les informations, ben, c'est d'aller dans notre panneau, d'utiliser getValue et de tout simplement passer en paramètre la valeur qu'on souhaite récupérer. Donc, on va soustraire de la fréquence maximale la fréquence minimale et ça va nous donner la différence entre les deux. Donc, là, on va copier tout ça. Je pense que ça va être plus simple. Donc, la fréquence maximale moins la fréquence minimale. Donc, ça va nous donner la gamme de fréquences ou le delta de fréquences qu'on veut utiliser pour notre projet. Et donc là, ultimement, la valeur en Hertz qu'on souhaite assigner à notre oscillateur, ben, c'est une proportion de l'un par rapport à l'autre. Donc, je me crée une troisième variable qui va être la valeur finale, la valeur en Hertz. Et cette valeur-là, c'est quoi? Ben, ça va être le ratio qu'on a calculé. Donc, en proportion de la distance où est-ce qu'on se trouve, qu'on va tout simplement multiplier par notre gamme de valeurs en fréquence. Donc, on a juste à multiplier notre ratio de distance par la variance possible dans notre gamme de fréquences. Et, en toute logique, on va aussi décaler ça du minimum qu'on veut utiliser. Donc, comme on avait fait tantôt pour la distance, on soustrayait la distance minimum, ben, on va évidemment ici réadditionner, si on veut, la fréquence minimum, parce qu'on ne veut pas partir de zéro, mais on veut partir, par exemple, dans le cas par défaut de ce qu'on avait défini, c'est-à-dire 100 Hz, ou éventuellement jusqu'à 40, puisque le contrôle nous permet d'aller jusque là. Donc ici, ben, tiens, je vais encore une fois copier-coller. Je vais tout simplement récupérer la valeur. Donc, on part au minimum du chiffre qui est défini dans notre contrôle. Donc, quelque chose entre 40 et 1000. Ça, c'est le minimum. Et on ajoute à ça une valeur en Hertz qui est proportionnelle à la distance qui a été mesurée. C'est ce qui se passe à cette ligne-là. Et tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'assigner la nouvelle valeur à la propriété frequency de notre oscillateur. Et comme pour le volume, ben, on va utiliser la propriété value pour faire ça. Et donc là, je vais assigner la valeur qu'on aura calculée. On va essayer ça, voir ce que ça donne. Et je vais bouger ma main en haut du capteur. Donc si je baisse ma main, la fréquence est grave. Je peux peut-être monter le son un petit peu. Si je monte ma main, la fréquence est de plus en plus aiguë. Je redescends. Je remonte. Donc ça semble fonctionner. Clairement, il y a encore quelques problèmes. On dirait que les fréquences frétillent un petit peu. Ça, c'est dû à la façon dont le capteur retourne les données puis à la façon dont nous, on les met à jour. Mais on va ajuster ces petits détails-là. L'important, c'était de valider que ça fonctionne. Pour s'aider un peu, ce que je vous propose, c'est qu'on affiche la valeur à l'écran. Donc, ça nous permettra de mieux voir ce qui se passe. Donc, ce que je vous suggère, c'est que dans la fonction démarrer, on se crée un petit champ texte qui va nous permettre d'afficher la valeur en question. Je vais venir l'insérer ici. Puis, appelons ça affichage. Tiens. Affichage. Donc, notre affichage, ce sera un nouvel objet texte. On va le remplir avec 5 zéros plus
l'unité de mesure, c'est-à-dire Hertz. Pourquoi je mets 5 zéros? Parce qu'on pourrait éventuellement se rendre jusqu'à 20 000, donc jusqu'à 5 chiffres. Ça va nous permettre d'avoir un champ qui est suffisamment large pour accueillir jusqu'à 5 chiffres. On va utiliser quelque chose d'assez gros, donc 80 pixels. Utilisons quelque chose qui punch, impact. Et comme le fond est noir, on va mettre notre texte en blanc. Évidemment, si on veut voir le résultat comme on utilise StageGL, on va devoir mettre cette chose-là en cache. Donc, on part de 0, 0 et on va aller jusqu'à Get Measured Width et Get Measured Height. Je passe rapidement là-dessus. On l'a déjà fait ensemble. Évidemment, on va vouloir ajouter ça à la scène. Et normalement, on devrait avoir un résultat. On va démarrer pour vérifier si c'est le cas. Je vais baisser le son parce que c'est un peu désagréable. Mais on peut voir que notre champ est bel et bien là. Par contre, je remarque que le bas est coupé un petit peu. Donc, on dirait que le Get Measured Height n'est pas très précis. Il nous manque un petit bout. On peut peut-être juste ajuster ça. Et peut-être qu'on pourrait mettre notre champ au milieu de la scène pour que ça soit un peu plus clair. Là. Parce qu'il était caché derrière le panneau de contrôle. Donc, on va corriger ces deux petits détails-là. Ici, j'y vais au pif un peu. Donc, il semblait manquer quelques pixels à la hauteur. Ajoutons 5. Là, je pense que ça va être suffisant. Pour être certain qu'on a mis en cache vraiment toute la mesure du texte. Donc, il semble que Get Measured Height, dans ce cas-ci, ne soit pas aussi précis qu'on voudrait. Et on va positionner cet élément-là. Sur l'axe des X, si on souhaite le centrer, c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois. On peut prendre, par exemple, la propriété Canva. En fait, la propriété width du Canva. On divise ça en deux, ça nous donne le milieu. Mais comme le point d'ancrage de notre texte est à gauche, ben, on va aussi prendre la largeur du texte qu'on va soustraire, mais en le divisant en deux pour replacer le tout au centre. Donc ça, je passe rapidement, on l'a fait plusieurs fois. Et au niveau des Y, bon, on va le descendre un petit peu. Je vais y aller avec 250, là, c'est pas très grave, juste qu'il soit en dessous de notre panneau de contrôle. Donc on réessaye ça. Bon, c'est parfait. Donc ça nous permettra de voir exactement ce qui se passe au niveau de la valeur. Ce sera plus simple comme ça. Évidemment, pour afficher le changement, il va falloir mettre à jour le champ texte à chaque fois où une nouvelle valeur est assignée à la fréquence. Donc si on revient dans la fonction ajuster, ben, on va aller modifier la valeur du champ texte en conséquence. Donc on se souvient que pour faire ça, il faut utiliser la propriété texte du champ texte et on va tout simplement arrondir la valeur qui a été calculée parce que c'est fort probablement une valeur décimale. Et on va ajouter à la suite les unités, c'est-à-dire on va le faire comme il faut, des Hertz. Évidemment, on doit mettre à jour la cache, puisque le texte est un élément vectoriel et qu'on l'utilise dans un contexte matriciel, celui de StageGL. Et on devrait pouvoir utiliser ça maintenant. Voilà. Donc, on est capable de voir à l'écran la valeur en Hertz qui a été calculée. Par contre, ce serait peut-être mieux de simplement recentrer en fait à chaque fois qu'on modifie la valeur notre champ texte. Ça va être plus facile, je crois, à lire parce que là, la mention des Hertz bouge en fonction de la longueur du champ, là, ce qui est un peu agaçant.
Donc, je vais tout simplement reprendre la même ligne qu'on a utilisée en haut pour centrer le texte et on va le recentrer à chaque fois. Je pense que ça va être plus facile, ou en tout cas plus agréable au niveau de l'affichage comme ça. Donc, get measured width divisé par 2. Donc, c'est exactement la même ligne que tantôt. Ça va juste le repositionner à chaque fois qu'on fait la mise à jour. Donc là, le repositionnement se fait par rapport au centre. Les trucs bougent encore un peu, mais c'est un peu moins agaçant que tantôt. Je pense que pour l'instant, ça va être suffisant pour nos besoins. Vous allez sans doute être d'accord avec moi, mais le fait que le son joue en permanence quand le projet est démarré, c'est un peu agaçant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute une dernière fonctionnalité qui va être tout simplement de baisser le volume à 0 quand il n'y a pas d'interaction avec le capteur de distance. Donc, ce que ça présume, c'est de rajouter à notre if qui est ici, un else. Pourquoi je rajoute un else à cet endroit-là? Tout simplement parce que quand il n'y aura pas d'objet détecté dans la gamme de distance qu'on a jugé appropriée, on va tout simplement baisser le son de l'oscillateur. Et quand un objet va être détecté, on va le remonter, tout simplement. Donc, ça va éviter que le son joue en permanence. Donc, évidemment, euh, quand on entre dans le L, ça signifie qu'il n'y a pas d'objet détecté entre le minimum et le maximum de distance. Par contre, il pourrait y avoir des détections qui se font à l'extérieur de cette gamme de valeurs-là. Vous l'avez vu tantôt, parfois il y a une détection qui se fait à cause d'un élément dans l'air ou de l'éclairage ou quoi que ce soit. Donc ça se peut aussi que ça se produise quand même dans le cas où notre main est pas, même si notre main n'est pas devant le capteur. Donc ce qu'on va vérifier en deuxième lieu ici, c'est si le volume est déjà à 0. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Dans les faits, tout ce qu'on veut, c'est baisser le volume seulement quand il n'est pas à 0. Donc si, puis là, on va bien faire attention de faire comme tantôt, c'est-à-dire d'utiliser la propriété value du volume. Ça, c'est facile de se tromper, donc faites attention. Donc, si la valeur du volume est plus grande que ce qu'on a considéré comme étant un volume minimal, disons, là, on va vouloir baisser le volume. Sinon, si le volume est déjà à 0, ou en tout cas en deçà du minimum, on ne fera rien, tout simplement. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est tout simplement assigner au volume notre... pas au volume directement, mais au volume de l'oscillateur. Donc, comme ça. Assigner une valeur qui va graduellement baisser. Et on l'a vu tantôt comment faire ça. C'était en utilisant ramp2. Donc, la méthode ramp2 va fonctionner avec plusieurs propriétés, dont la fréquence, le volume et d'autres. Et dans ce cas-ci, on veut que le volume se dirige vers la valeur minimum qu'on a configurée. Et là, c'est à nous de voir combien de temps on devrait prendre pour faire ça. Mais si on veut que la baisse de volume se fasse graduellement, on peut peut-être mettre 1 seconde, par exemple, pour pas que ça soit trop rapide. Bon. Donc là, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a rien de détecté devant le capteur, le volume va baisser. Mais il faudrait aussi prévoir le cas où le volume va augmenter, parce que sinon, on va avoir un problème. Dès qu'on va enlever notre main, le volume va baisser à 0, puis même si on remet notre main, il n'y a rien qui lui dit de remonter. Donc on va, je pense qu'on peut copier-coller ce petit bloc-là. On va faire à peu près l'équivalent, mais dans l'autre sens, lorsque il y a une main ou un objet de détecté par le capteur de distance. Sauf que cette fois-là, on va inverser la comparaison. C'est-à-dire que si le volume est plus petit que le maximum qu'on veut utiliser, on va l'augmenter pour se rendre jusqu'au maximum. Puis sinon, on ne fait rien. Donc évidemment, on va devoir changer cette propriété-là pour max. Donc si la valeur du volume est plus petite que le max, on augmente jusqu'au max. Et encore une fois, on peut utiliser 1 seconde comme valeur de transition. On va essayer ça.
Donc, j'enlève ma main. Malheureusement, il semble y avoir un problème. Qu'est-ce que je fais? Donc, je pense que ce serait plus sage à cette étape-ci d'y aller avec une durée plus courte pour la transition. On se souvient qu'on est à un écart de 100 millisecondes pour les lectures. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on met une transition sur une seconde, donc ce ramp to-là va se faire 10 fois une par-dessus l'autre. Donc, c'est probablement ça qui nous cause un problème. Donc, on va le laisser à 0,1 seconde pour l'instant. On va l'essayer. Donc, en ce moment, ma main n'est pas devant et on n'a aucun son. Je mets ma main devant. On a du son, j'enlève ma main. Le son arrête. Donc, je pense que c'était effectivement lié à la durée de la transition. Par contre, je persiste à penser que ça serait plus intéressant si on avait une transition un peu moins abrupte, en particulier quand on enlève notre main. Et comme je vous disais, cette fonction-là, en ce moment, peut s'exécuter jusqu'à 10 fois le temps que le son diminue jusqu'au minimum. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter que le ramp2 vienne contrecarrer, le ramp2 du moment actuel vienne contrecarrer celui qui a été défini à la lecture précédente et celui qui a été défini il y a 2 lectures et ainsi de suite. On peut annuler les événements qui ont été programmés et repartir du nouvel endroit où on se trouve. Donc, pour faire ça, on peut tout simplement appeler une fonction. Et là, il a fallu que je regarde dans la documentation parce que je ne la connaissais pas par cœur, mais une fonction qui s'appelle Cancel and Hold at Time. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est enlève les événements de transition qui sont prévus dans le futur et repart de l'endroit où on était rendu dans notre transition de volume. Et de là, on fait un nouveau ramp2 vers la même destination. Donc, ça évite qu'il y ait plusieurs mises à jour en parallèle du volume qui sont faites par des ramp2 successifs. Évidemment, si on fait ça ici, ben, ça serait probablement logique de le faire ici aussi. Donc, c'est les deux endroits où on ajuste le son, donc en montant et en descendant. Et si on fait ça normalement, on devrait pouvoir étirer la durée parce que même si pendant la seconde où ce RAM2-là s'exécute, il y a d'autres données qui rentrent et qu'on recommence un nouveau RAM2, ben on va tout simplement annuler le précédent et poursuivre à l'endroit où on était rendu. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être mettre un point 5 ici pour que ça soit rapide quand on met notre main et que ça prenne un petit peu plus de temps quand on la retire. Donc, je mets ma main. Donc, ça a pris un certain temps pour que le volume arrive à son maximum. Et j'enlève ma main. Même chose. Donc, ça a pris un certain temps aussi pour que le volume revienne à zéro. Donc, je pense que c'est plus agréable comme ça que d'avoir le sinus qui joue en permanence dans nos oreilles. Là, on va entendre le son seulement quand on passe la main. Il se peut qu'en le faisant, vous entendiez à l'occasion le son démarrer. Ce que ça signifie, c'est que le capteur a capté quelque chose. C'est probablement pas votre main, mais ça peut être une source infrarouge, comme une lampe qui serait devant le capteur, ou une réflexion sur une poussière qui est passée devant le capteur. Donc, il peut se passer différentes choses, et c'est possible qu'à l'occasion, vous entendiez des petits bruits, même si vous n'avez pas placé votre main. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être mieux contrôler l'environnement où est placé le capteur, s'assurer donc qu'il n'y ait pas de source d'infrarouge. Ça peut être le soleil ou une réflexion de la lumière du soleil qui pourrait causer ça aussi, parce que la lumière du soleil contient beaucoup d'infrarouge. Donc, vous voyez un peu l'idée. Mais dans un environnement contrôlé, normalement, le capteur devrait tout simplement arrêter quand il n'y a plus rien qui est devant. Essentiellement, ça complète le lab d'aujourd'hui. Donc, on n'est pas allé très loin avec tone.js. Vous devinez qu'il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais je vais vous les laisser explorer si vous en avez envie. Il y a des tutoriels aussi qui peuvent vous aider en ligne. Il suffit de faire quelques recherches et vous allez les trouver.
Donc, ça met aussi un terme à la séquence de laboratoire pour le cours de médias interactifs 4. J'espère qu'on se reverra à la prochaine session. Merci.